Eh bien, nous poursuivons nos débats. Emerging Valley continue son déroulé et nous passons maintenant à une séquence cruciale, une séquence importante sur la situation actuelle que nous vivons, la souveraineté alimentaire. Cette plénière, organisée en partenariat avec le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône et en partenariat avec l'Institut de recherche pour le développement, dont je remercie tout d'abord M. Arnaud Mercier, conseiller départemental délégué au contrôle de gestion, au système d'information, au service numérique du département, et Mme Valérie Verdier, qui est présidente directrice générale de l'Institut de recherche pour le développement, partenaire scientifique d'Emerging Valley. Et nous avons aussi la chance d'avoir des entrepreneurs, parce que nous allons parler terrain, solutions, entrepreneuriat et comment co-créer des solutions à travers le digital. Et nous avons avec nous, Mohamedou Lamine Kébé, fondateur de Tolbi, Bertrand Foff, fondateur de Jungolo, et Jean-Marc Philippe, directeur commercial et innovation de la Société du Canal de Provence. Je vous demande de les applaudir tous très chaleureusement, parce que la thématique que nous allons aborder est une thématique cruciale. Au cœur du contexte géopolitique qui exacerbe la crise alimentaire mondiale, et face à la multiplication des pénuries, des sécheresses, comme ça a été évoqué en ouverture, la souveraineté alimentaire redevient centrale. Et comment aujourd'hui, au niveau régalien, au niveau local, au niveau des organisations internationales, on peut raccourcir les échelles de production, de consommation, et grâce à la technologie, trouver de nouveaux moyens de repenser l'agriculture, de repenser aussi la capacité nourricière de nos terres, et de renforcer la souveraineté alimentaire entre l'Europe et l'Afrique. Souveraineté alimentaire qui doit être une priorité commune entre les deux rives de la Méditerranée. Et la première question, je vais vous la poser, monsieur le conseiller départemental Arnaud Mercier. On sait que le département, aujourd'hui, fait figure de modèle au niveau national, européen, comme étant un lieu exceptionnel en termes de biodiversité agricole, mais aussi agritech entre l'Europe et l'Afrique. Quelles sont aujourd'hui les actions qui sont déployées par le département sur justement le volet de l'innovation au service de la souveraineté alimentaire? Et j'en profite pour dire que je sais que vous intervenez après sur la session Innover en Provence. Donc vous pourrez être amené à quitter un peu plus tôt que prévu ce panel. Et c'est la raison pour laquelle je tenais à commencer par vous pour poser ce propos introductif. Merci Samy. Merci Samir, très heureux en tout cas d'être là pour cette 6e édition d'Emerging Valley. Encore bravo, hein, parce qu'on voit la mobilisation aujourd'hui, c'est toujours un bel événement qui marque notre territoire. Samir, vous l'avez dit, aujourd'hui nous sommes à la suite de la crise sanitaire, du conflit ukrainien, de la crise énergétique, nous rappelle à nouveau à quel point nos agriculteurs, et nos pêcheurs également, hein, il ne faut pas oublier l'ensemble de cette force nourricière d'un territoire, est nécessaire pour satisfaire aux besoins de la sécurité et la souveraineté alimentaire d'un territoire. Notre département plus particulièrement, parce que notre département a une particularité, c'est qu'il exporte 80% de sa production et en importe 80% pour sa consommation, et importe 80% de ses besoins. Dans ce contexte, en plus donc très inflationniste, on l'a dit, sur la flambée des coûts, sur la production, sur l'énergie, sur l'engrais, sur les consommables, la hausse des produits alimentaires, sur les céréales, les légumes, les fruits, préserver la capacité nourricière de notre territoire est l'objectif stratégique de notre projet alimentaire territorial, porté à la fois par la métropole et le département des Bouches-du-Rhône. Alors cette stratégie de ce projet alimentaire territorial s'axe autour de 3 axes. Protéger le tissu des entreprises du secteur primaire en participant à l'effort collectif pour alléger les charges d'exploitation et leur permettre d'investir. Consolider le potentiel de production en protégeant davantage le foncier agricole en mobilisant de nouvelles terres productives. Et faciliter l'accès de nos populations aux produits locaux et si possible à des coûts maîtrisés. Dans ce cadre-là, donc, l'innovation a toute sa place. L'innovation, alors mon collègue Didier Parakian vous a annoncé déjà le potentiel hein, du territoire, tout l'écosystème de l'innovation sur le territoire métropolitain et du département. Je ne vais pas ici vous le rappeler, parce que
j'interviens aujourd'hui au titre du département, mais j'ai la casquette, vous l'avez précisé tout à l'heure Didier, au titre de l'innovation sur la métropole. Cet écosystème, forcément, sur cette souveraineté, notre action est de faciliter, d'accompagner. Les collectivités sont là dans ce rôle-là. On n'innove pas, on peut innover en direct, et on le verra tout à l'heure avec la Société du Canal de Provence que vous avez invité, dont la métropole et le département sont des acteurs, des actionnaires principaux de la société, et qui est un bras armé, hein, la SCP est vraiment un bras armé sur l'innovation agricole du territoire. Le champ est plus vaste, hein, que le département, parce qu'il couvre l'entièreté de la région, mais aussi aujourd'hui donc créer ce lien justement en particulier avec le continent africain. Et donc aujourd'hui, les collectivités sont là pour faciliter, accompagner les porteurs de projets sur les territoires en termes d'innovation, au travers donc de l'écosystème, mais également intrinsèquement sur, par exemple, le département est en charge, et on a eu beaucoup de demandes pour accompagner nos agriculteurs également, sur la couverture tout simplement, 4G, 5G, aujourd'hui sur les nouveaux applicatifs qui peuvent accompagner sur par exemple sur la télégestion sur l'agriculture, sur les drones aussi. Pardon, les drones le aussi. pilotage de drones, bien évidemment, sur l'agriculture, voilà, sur le développement et sur la production en direct. Avoir un bon réseau 4G et 5G est primordial. De nombreux agriculteurs se plaignaient de ça sur notre territoire. Et donc le département, par exemple, agit, en est à leur côté pour déployer la 4G et le 5G sur le territoire, pour leur permettre de développer leurs solutions. Concernant également le département, forcément, au titre de sa présence aujourd'hui, hein, parce que Emerging Valley est un acteur d'accompagnement également sur le territoire et de partager les solutions. Et sur donc, notre PAT, donc, c'est d'accompagner, encore une fois, je le dis, les entreprises du territoire. Il y a de belles solutions actuellement qui se développent sur le territoire, comme je vais citer quelques startups. Il y a Téléaqua, par exemple, hein, pour le pilotage de l'irrigation. Nous avons Ombrea sur de l'agrivoltarisme également. Ou sinon, l'étude préserver le foncier est aussi quelque chose de primordial. Notre PAT SAX, comme je vous l'ai précisé là-dessus, des solutions par imagerie satellitaire, permettent également d'évaluer, d'optimiser aussi la réserve en ressources, la ressource en eau. Toutes ces solutions-là, forcément, sont accompagnées par le territoire, par le département. Merci beaucoup, merci Arnaud Mercier. Cette vision du département, elle est précieuse parce que le département est aussi une terre d'accueil des innovations africaines. On va en parler tout de suite. Je vous demande d'applaudir monsieur Arnaud Mercier pour cette présentation. Merci. Avant de passer la parole à Valérie Verdier pour la vision de l'IRD, je veux me tourner vers vous, Mohamedou Lamine Kébé, sur le point de vue africain. Aujourd'hui, le continent africain est l'un des premiers concernés par rapport aux ruptures d'approvisionnement et par rapport aux questions de souveraineté alimentaire aujourd'hui, à l'heure de la guerre en Ukraine, la crise géopolitique. Comment l'avez-vous ressenti sur le terrain et en quoi cette question historique a pris aujourd'hui une importance encore plus accrue qu'elle ne l'était autrefois? Alors, déjà, merci beaucoup pour l'invitation, merci beaucoup aussi pour l'accueil. Alors, effectivement, déjà, en fait, pour donner des éléments contextuels, l'Afrique importe plus de 1 million en fait, de tonnes d'engrais. Et 1 million de tonnes équivaut à 15 à 20 millions en fait, de tonnes de production de blé ou de grains. Donc, et toutes ces 1 million, plus d'1 million de tonnes sont importées principalement de la Russie, de la Biélorussie et de l'Ukraine. Donc, s'il y a une rupture d'approvisionnement sur cette chaîne, donc vous voyez un peu le calcul qui se fait sur la sécurité alimentaire en Afrique. Et là, déjà, en fait, nous, on accompagne des coopératives agricoles et de grands agrobusiness. Et la plupart en fait, des coopératives agricoles, avant en fait, la guerre, ne l'avaient pas vu venir. Et beaucoup de producteurs avaient déjà commencé un peu à préparer un peu le sol et se sont mis en fait, à ne pas continuer la production parce que sans engrais pour eux, parce qu'ils ont bâti un système agricole en mettant en fait, l'engrais importé en fait, au menu. Donc s'il n'y a pas ça à faire, il y a une rupture, il n'y a plus de production. La demande en fait, et le marché en fait, est très en fait, impacté. Ça se joue en fait, sur l'inflation des prix. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience, que ce soit en fait, nous en tant que start-up, mais aussi par rapport en fait, aux politiques. Parce que là, en fait, on se dit, OK, on a un système agricole qui est très fragile par rapport aux chocs qui sont exogènes. Est-ce qu'on ne va pas en fait, revoir en fait, notre orientation, notre système? Parce qu'on ne peut pas
un continent qui a plus de 60% des terres arables ne peut pas en fait, se permettre d'être un peu aussi fragilisé en, fait, en termes de choc. Et là, en fait, nous, par rapport en tant que start-up agritech, donc nous, la question en fait, qu'on s'est posée, c'est que comment on peut produire de la valeur en permettant en fait, aux coopératives agricoles, aux politiques de pouvoir faire de la planification et de l'anticipation. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, ce n'est pas une question mais, par rapport à nous-mêmes, mais plutôt en fait, aux structures de recherche comme l'ISRA, c'est un peu comme au niveau du Sénégal, qui est l'Institut de recherche agricole, qui s'est dit, mais pourquoi pas maintenant essayer nous-mêmes de produire un peu du blé, du maïs en local. Donc, c'est de créer en fait, des technologies de semences qui sont adaptées par rapport à nos conditions climato-pédologiques. Donc, ça a été une chose. Deuxième chose, pour l'engrais, pourquoi pas aujourd'hui faire une transition, une bonne fois en fait, vers ce qu'on appelle une agriculture beaucoup plus durable, en utilisant des engrais, peut-être pas chimiques, mais plutôt du compost, qui est beaucoup plus écologique et durable. Donc, il y a eu pas mal en fait, de questions en fait, qui se sont posées par rapport à tous les acteurs. Et là, maintenant, c'est le challenge pour nous en Afrique, au Sénégal, c'est de comment en fait, mettre en place un système agricole qui est beaucoup plus résilient par rapport aux chocs exogènes. Et comme je l'ai dit, nous, en fait, là, en fait, l'orientation, c'est comment produire de la donnée pour planifier. Pour chaque région, en fait, quels sont les les surfaces emblavées, quelles sont les prévisions de rendement. Et ces données-là, en fait, quand on les produit, ça sert un peu aux acteurs de la chaîne, ceux qui font de l'export, les agriculteurs eux-mêmes pour pouvoir faire de l'anticipation, mais ceux qui achètent en fait, la production, que ce soit les consommateurs, les grandes surfaces, et surtout aux régulateurs à l'ARM, que l'Agence de régulation des prix, qui peut se servir en fait, de ces données-là pour un peu réguler le prix et anticiper la logistique. Donc, comme vous le savez aujourd'hui, en Afrique, c'est 47 milliards de dollars de pertes post-récolte pour un continent en fait, qui doit se nourrir de plus en plus. Donc, nous, on ne peut plus se permettre en fait, ces dérives-là. Donc, il y a cette notion de planification et d'anticipation qui permettent aujourd'hui aux collectivités de pouvoir organiser la logistique pour qu'on n'ait pas en fait, de pertes post-récolte. Donc, je ne sais pas si je réponds à la question, mais principalement, c'est un peu ça. Vous répondez parfaitement à la question et on voit les trois premières sources d'approvisionnement que vous avez citées, je pense, montrent l'échelle du défi. On va revenir un peu plus tard vers votre solution, notamment sur l'adoption par les agriculteurs, notamment dans les zones très reculées, rurales, de votre technologie, notamment à travers les algorithmes que vous avez développés. Je vais ensuite revenir vers vous, Bertrand, par rapport à votre solution pour améliorer la condition de vie, de travail des fermiers, des agriculteurs locaux en Afrique, là aussi grâce à la technologie. Je rappelle que vous faites partie d'un programme d'accompagnement qui est porté par la GIZ, qui s'appelle la SAS, on en reparlera un peu plus tard. Mais je me tourne tout de suite vers vous, Valérie Verdier, donc présidente directrice générale de l'Institut de recherche pour le développement, qui est un acteur majeur sur les questions de biodiversité, d'agriculture, et qui s'est beaucoup penché sur les questions de sécurité alimentaire. Vous avez beaucoup innové sur ces sujets. Aujourd'hui, en tant qu'acteur majeur de la coopération scientifique entre l'Afrique et l'Europe, et je rappelle que l'IRD a son siège à Marseille, pas très loin d'ici par ailleurs, quelles sont aujourd'hui les actions principales, les plus marquantes que vous menez pour améliorer la sécurité alimentaire sur le continent africain ? Là, ça marche, oui. Merci pour la question. D'abord, très heureuse d'être parmi vous pour cette 6e édition. J'avais eu le plaisir de partager, enfin d'assister, d'intervenir dans les sessions précédentes, mais en visio. Donc, c'est vraiment un réel plaisir de se retrouver enfin en présentiel. Par rapport à votre question, juste rappeler, parce que vous avez dit que l'IRD était un acteur majeur sur les questions, effectivement, de sécurité alimentaire, mais pas que, puisque c'est un institut très interdisciplinaire qui fêtera dans 2 ans ses 80 ans d'existence et qui, effectivement, comme vous l'avez dit, sur le continent africain, a une présence historique, plus de 60 ans, 70 ans dans certains pays, dont le Sénégal. Et donc, dans ces pays-là, nous intervenons auprès de nos partenaires d'une manière toujours avec des valeurs auxquelles nous sommes profondément attachés, à savoir une recherche qui est co-construite de manière équitable, c'est-à-dire une certaine réciprocité aussi entre les acteurs africains notamment, et puis nous ici, organisme français de recherche. Donc par rapport à votre question, ça fait complètement écho d'ailleurs à ce que vous venez de dire
pour le Sénégal, puisque c'est aussi le pays dans lequel nous avons la plus grosse représentation et implantation historique, et nous travaillons aux côtés notamment de l'ISRA au Sénégal. Mais effectivement, nos chercheurs se penchent depuis plusieurs années avec nos partenaires sur ces questions de sécurité alimentaire et de nutrition. Et par rapport à ce que vous avez dit, c'est une agriculture que nous souhaitons avec vous qui soit moins dépendante des intrants. Et on le voit, les crises successives nous le montrent, parce qu'il y a effectivement la crise que nous vivons actuellement. Il y a eu la crise Covid, et avant ça, il y a eu la crise des stocks en 2008. Et donc, une agriculture qui soit moins dépendante des intrants, qui soit beaucoup plus respectueuse de l'environnement et plus résiliente aux aléas climatiques. Donc, on travaille aussi sur ces aspects de modélisation climatique pour mieux anticiper la manière de cultiver et quelle culture, puisqu'on va, comme vous l'avez dit, évoluer avec le changement climatique vers des cultures dont on n'avait pas l'habitude, avec laquelle on n'avait pas l'habitude de faire, notamment la culture du blé au Sénégal. Et puis, il faut aussi penser, et nos chercheurs travaillent là-dessus, sur comment on améliore le stockage et la transformation des produits post-récolte, et puis aussi sur toutes les questions de nutrition. Donc l'IRD couvre, si vous voulez, l'ensemble de ces champs. Et je dirais aussi qu'à chaque crise, le modèle, il est un peu toujours le même. Malheureusement, il ne bouge pas beaucoup, ce modèle. C'est un modèle qui est quand même largement, qui est mondial et qui est largement productiviste. Et l'IRD, justement, travaille à envisager une agriculture qui soit moins dans ces aspects ultra-productifs. Et donc, et ça fait écho donc à ce que vous disiez, on travaille notamment en agroécologie à chercher des méthodes qui soient plus respectueuses de l'environnement et qui soient aussi, qui permettent aussi une transformation en profondeur de la manière dont on cultive. Donc c'est aussi une recherche à l'IRD qu'on en souhaite bien implantée sur le territoire, qui répondent vraiment aux besoins des populations locales. Et en cela, l'IRD donc travaille en co-construisant des laboratoires mixtes internationaux. Et j'en veux pour exemple, on va rester sur l'exemple du Sénégal. Effectivement, vous avez mentionné l'ISRA et le CERAS, qui est donc un magnifique centre, qui est un centre d'excellence auquel l'IRD a beaucoup participé, un centre d'excellence sur les céréales. Et pour répondre concrètement à votre question, on travaille actuellement sur les grandes initiatives nationales, françaises, européennes, avec bien sûr une portée sur l'Afrique, la Grande Muraille Verte. Donc, dans cette Grande Muraille Verte, c'est renforcer tout ce qui est filière protéines végétales. Alors là, je pense à l'arachide, au niébé, notamment, qui sont des cultures qui sont moins consommatrices d'eau, moins consommatrices d'entrants et qui vont participer à la régénération des sols. Donc typiquement, c'est sur ces aspects-là que les chercheurs de l'IRD travaillent en collaboration avec leurs partenaires. Et puis, c'est toujours aussi dans une optique d'autonomie et de renforcer l'autonomie alimentaire des populations. Il y a un autre exemple auquel je pense, et comme je reviens tout juste du Cambodge, c'est aussi une méthode de culture que nous avons développée à Madagascar, c'est celle de la riziculture, ou à savoir, pour diminuer les intrants en riziculture, on va favoriser la culture piscicole. Donc c'est un mélange entre poisson et riz, et donc si vous voulez, les poissons vont alimenter par leur déjection en engrais la riziculture. Donc c'est très probant en Madagascar, un petit peu moins pour l'instant au Cambodge, mais on espère pouvoir amplifier aussi ce type de culture. Sachant aussi que le Sénégal, mais pas que, je pense au Mali, au Burkina, qui sont des pays très producteurs en riz, et sur lesquels on compte beaucoup aussi pour l'autosuffisance alimentaire en Afrique notamment. Merci beaucoup. Je vous demande d'applaudir Valérie Verdier ainsi que Mohamedou pour leurs interventions successives. Donc on voit des solutions concrètes qui émergent, on voit des problèmes qui sont posés, on voit des solutions qui émergent. Donc je vous dis, cette plénière va être passionnante. Je vais passer tout de suite la parole à Jean-Marc Philippe, avant d'arriver vers vous, mon cher Bertrand, sur ce que vous faites aujourd'hui avec la Société du Canal de Provence, qui, on peut le dire, une pépite du territoire. Une pépite qui est très implantée ici sur le territoire, avec le soutien aussi du conseil départemental. Comme vous le savez, cher Jean-Marc, la Société du Canal de Provence donc, agit sur le territoire pour valoriser les circuits courts et le développement des filières de production, mais aussi pour accompagner les agriculteurs aux pratiques agroécologiques. En quoi ces initiatives, selon vous, contribuent-elles à renforcer la souveraineté alimentaire ?
Bonjour Samir, bonjour à tous. Merci Samir pour le gentil compliment. Merci. Arnaud Mercier l'a dit tout à l'heure, on travaille ici sur le territoire métropolitain pour une agriculture très dynamique. Peut-être quelques chiffres pour que vous l'ayez tous en tête. L'agriculture en Provence, c'est 600 000 hectares de surface agricole utile, 40 000 emplois. On peut être très fier d'avoir une agriculture qui est dans le top 3 en France sur un grand nombre de fruits, de légumes ou de plantes à parfum. Vous les avez tous en tête. Donc une agriculture qui représente un enjeu très fort économique pour notre région. Mais cette agriculture, comme l'agriculture africaine, doit faire face à l'impact du changement climatique. Et notre entreprise, notre rôle, alors on parlera tout à l'heure de notre rôle en Afrique, mais notre rôle sur ce territoire-là, c'est d'accompagner les agriculteurs finalement à être résilients face aux aléas agroclimatiques. Alors on essaye d'intervenir à notre niveau pour les accompagner sur la conservation du sol. Le sol, c'est certainement l'écosystème vivant le plus stratégique pour une exploitation agricole. Valérie vient d'en parler rapidement. On accompagne les agriculteurs provençaux, notamment autour d'une agriculture de conservation des sols, pour qu'ils évitent d'utiliser des intrants et également d'utiliser de l'eau. Donc finalement, ça peut vous sembler étonnant, mais c'est la société qui amène de l'eau sur le territoire qui a pour objectif que les agriculteurs en utilisent le moins. Pourquoi ? Pour que justement il y en ait pendant très longtemps pour l'ensemble des usages. Donc premier enjeu, c'est le sol. Le deuxième enjeu, c'est évidemment l'irrigation. Et alors là, en France, je parle pour nos amis étrangers, en France cet été, on a eu un débat incroyable, très vivant autour de l'irrigation. Alors on peut le dire, alors c'est l'agronome qui vous le dit, et l'agriculteur aussi. L'agriculture a besoin d'eau. Simplement, il faut qu'on écoute la plante, j'en parlerai peut-être tout à l'heure, et il faut emmener à la plante uniquement l'eau, la quantité d'eau dont elle a besoin au bon moment. Donc ça, c'est le deuxième enjeu, et le canal de Provence sécurise 100 000 hectares en eau pour que l'agriculture puisse avoir les rendements, mais aussi la qualité du produit nécessaire pour être commercialisé. Et là, en effet, il y a un enjeu très fort pour les circuits courts. L'agriculture provençale, notamment sur la métropole, c'est la première agriculture circuit court de France. C'est également la première agriculture bio. Les plus grandes surfaces agricoles bio de France sont dans notre région. Donc on doit soutenir cette agriculture-là. Et il lui faut de l'eau, il lui faut des réseaux d'irrigation. Puis troisième axe sur lequel on essaye d'intervenir, et Arnaud Mercier l'a évoqué tout à l'heure, c'est l'agrivoltaïsme. Donc en partenariat avec Ombrea, qui est également une pépite du territoire, nous déployons des solutions d'ombrières intelligentes qui permettent à la fois de produire l'énergie, mais également de préserver les cultures face aux aléas climatiques. Et Dieu sait qu'on a beaucoup d'aléas en Provence. On a la sécheresse, mais on a également les inondations et le gel, notamment dans les vallées alpines. Donc face à ça, il y a des solutions qui se déploient et on est l'un des acteurs. Merci beaucoup. Merci Jean-Marc Philippe. Je vous demande de l'applaudir pour son témoignage. On va revenir après sur vos actions en Afrique qui sont passionnantes. Vous ouvrez des bureaux dans plusieurs pays africains et ce sera important que vous parliez de l'impact et de la co-construction et de la co-intelligence que vous faites sur le terrain. Mais tout de suite, je me tourne vers vous, Bertrand Foff. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu concrètement de comment votre start-up contribue à améliorer les conditions de vie des populations rurales les plus fragiles, et en tout cas les fermiers et les agriculteurs locaux grâce au numérique. Et je précise que vous faites partie d'un programme d'accompagnement qui s'appelle SAIS. Peut-être que vous pouvez nous en dire quelques mots. Mais d'abord, est-ce que vous pouvez présenter au quotidien comment vous impactez la vie des agriculteurs africains ? D'accord. Merci déjà pour l'opportunité. Donc, je suis Bertrand Foffey de Jangolo, qui est au Cameroun. Mais peut-être avant, je veux préciser que la souveraineté alimentaire, en général, passe d'abord par la souveraineté des données, des processus, mais aussi des écosystèmes. Donc, et ça, c'est pas influencé par le fait que j'ai un background d'architecte en informatique, mais parce que je pense que un écosystème qui est totalement interconnecté et qui opère de façon optimale, en fait, donne un résultat beaucoup plus optimal. Donc, c'est un peu ce qui drive le positionnement de Jangolo, parce que Jangolo se considère plus comme un écosystème qui interconnecte les maillons d'une chaîne qui, en fait, initialement, sont disconnectés. Donc, concrètement, c'est quoi ? C'est qu'un agriculteur ou un éleveur, par exemple, de poules qui est à Douala, il a besoin, en fait, de se sourcer en intrants. Et on a 70% des poussins du Cameroun, par exemple, qui viennent de l'Europe.
entre autres. Donc, ce qui montre déjà en fait qu'il y a un challenge au niveau de l'écosystème local. Comment est-ce que la recherche se fait? Comment est-ce qu'on définit nos souches de poussins, par exemple? Comment est-ce qu'on pense l'engrais? Et ainsi de suite. Donc, ça fait que pour nous, on a une vision plutôt qui dit il faut qu'on arrive à avoir un écosystème qui est souverain déjà, en mettant ensemble les acteurs d'une filière. C'est pourquoi Djangolo a une approche plutôt de filière. On essaye de prendre une filière et on essaye de voir qui est-ce qu'on peut interconnecter. Ça passe vraiment par les entreprises de logistique qui sont spécialisées à une filière spécifique. Ça passe par les personnes qui font du conseil, ça passe par le financement, ça passe par tous ces différents aspects. Alors malheureusement, dans notre écosystème, justement, on a tendance à croire que le consommateur est, alors il tombe sur son poulet, dans son plat, et puis bon, voilà, c'est totalement disconnecté de la réalité. Mais non, c'est toute une chaîne dans laquelle le consommateur est en fait à la fin de la chaîne de valeur. Donc ça veut dire que si le consommateur n'est pas conscient du fait que son action d'achat influence toute la chaîne de valeur, inclut la recherche, inclut le producteur, inclut tout ce qui va avec, en fait on est mal barré dès le départ, quoi. Donc ça c'est juste pour que ce soit clair, parce que souvent très peu de personnes sont conscientes en fait du fait de cette interconnexion. Alors une fois que cela est dit, on revient maintenant à l'agriculteur ou à l'éleveur et on se dit comment on fait pour aider celui-là en fait. Je rappelle que c'est 40%, justement Madou l'a mentionné tout à l'heure en termes de chiffres, mais en général c'est 40%. Donc si un agriculteur perd 40% de sa production, c'est presque la moitié. Alors la question c'est de savoir pourquoi est-ce qu'en fait ils perdent. Voilà. Bien entendu, on pense directement au manque d'infrastructures, au manque de... Voilà, ainsi de suite, mais à la base, il y a la donnée. Et donc, c'est pourquoi Djangolo s'est justement spécialisé sur... en fait, notre idée, c'est de pouvoir rendre la chaîne de valeur performante dans un futur proche, mais au départ, il faut pouvoir référencer les personnes, les entreprises, les entités. Il faut pouvoir mettre un écosystème qui leur permet d'interagir entre eux. Et ensuite, on pourra décider peut-être quelle est la bonne approche. Parce que peut-être l'approche qui est recommandée par l'université de Wageningen aux Pays-Bas n'est pas nécessairement celle qui correspond au Cameroun. Donc, mais pour pouvoir prendre des décisions, il faut avoir la data. Et c'est ce qu'on fait en fait avec notre écosystème qui compte 70 000 utilisateurs maintenant et pratiquement 35 000 entreprises dans la chaîne de valeur agrobusiness. On a aussi référencé les distributeurs, bien entendu, parce que l'une des raisons pour lesquelles les producteurs n'arrivent pas à vendre suffisamment bien et à temps leur production, c'est parce qu'il n'y a pas d'écosystème de distribution structuré. C'est pourquoi on peut facilement avoir un produit du Pakistan qui se retrouve à Douala. Je me rappelle que j'ai acheté de l'oignon dans la boutique du quartier à Douala, en fait, mais qui venait du Pays-Bas. Donc ça veut clairement dire que la structuration du système de distribution du Pays-Bas est beaucoup plus optimisée pour une ville comme Douala que l'écosystème local. Donc là-dessus, il faut travailler en fait. Donc, et peut-être sur le programme justement d'accompagnement de la... Voilà, ce programme qui accompagne plusieurs startups agritech, donc contribue à mettre vraiment cette approche écosystémique et digitale au cœur du modèle économique, c'est ça? Tout à fait. Donc, on va dire que Djangolo, on a, avec mon cofondateur justement qui est là, on a un background. J'ai travaillé comme consultant pendant près de 12 années aux Pays-Bas, et on s'est dit qu'il fallait qu'on attaque un problème qui puisse avoir de l'impact au niveau de l'Afrique. Alors, on a démarré le projet, mais justement avec un background IT, on essaye de résoudre les problèmes en s'appuyant sur ce qu'on sait faire le mieux, l'informatique. Mais le business, c'est le business, et il faut pouvoir penser autrement. Donc justement les programmes d'accompagnement, justement comme le SAIS en fait, avec la GIZ, nous permettent de structurer notre business model, de repenser notre approche et surtout de focaliser en fait nos énergies sur ce qui compte le plus en fonction du marché en fait. Donc, et ça c'est le truc principal qu'on gagne de cet accompagnement. Merci beaucoup. Je vous demande d'applaudir Bertrand parce que c'est très concret et on voit vraiment les difficultés et surtout la taille du problème à résoudre. Je reviens vers vous, Valérie. Avant de vous poser une question, Valérie, je vais tout de suite vous poser la question à vous, Mohamedou, et après je vous pose la question. Est-ce que, lorsque on vient d'écouter la présentation de Bertrand où il parlait de sa solution concrète, j'ai envie que vous expliquiez concrètement à l'audience comment fonctionne Tolbi et comment les agriculteurs utilisent Tolbi, y compris dans les zones les plus rurales du Sénégal. Comment ça fonctionne concrètement? Alors, merci beaucoup en fait pour la question. Alors,
Je donne juste quelques éléments encore contextuels. L'agriculture en Afrique, pour qu'elle puisse se développer, on a besoin de surmonter 3 challenges. L'accès au financement pour les agriculteurs. La deuxième, en fait, c'est la prise de décision, l'adaptation au changement climatique. Le troisième challenge, c'est l'interconnexion au marché, l'accès au marché. Alors, si Jean-Marc aujourd'hui, en tant qu'agriculteur, avant même qu'il ne commence un peu sa production, il a besoin en fait, d'argent, de financement. Donc il va avoir une banque, mais la banque n'a aucune donnée en fait, sur les activités en fait, précédentes de Jean-Marc. Donc il demande 150 millions de francs CFA, on a l'argent, en fait, on peut lui donner, mais on ne sait pas en fait. On n'a pas aucune donnée, et si même on donne 150 millions à Jean-Marc, le problème c'est que tellement en fait, il y a pas, en fait, le Sénégal est en train de faire beaucoup d'efforts sur un peu tout ce qui est route, mais dans le monde rural, l'accès en fait, est de plus en plus difficile. Donc moi, j'ai envie en fait, d'avoir en fait, des agents sur le terrain pour qu'ils puissent suivre Jean-Marc, pour qu'ils puissent s'assurer en fait, que vraiment l'argent investi a été sécurisé. Donc il n'y a pas assez de données. La deuxième chose, c'est que Valérie est en train de mettre en place sa production, mais il y a en fait l'aléa climatique. Donc si on n'a pas assez de données pour dire à Valérie, dans 2 jours, 3 jours, il y aura des pluies, donc il ne faudra pas faire de la fertilisation. Donc s'il y aura de la pluie, il ne faudra pas faire beaucoup d'irrigation. Et il n'y a pas assez de données adaptées. S'il y a des données météo, en Afrique et au Sénégal, les agriculteurs n'ont pas accès à des smartphones. Il y a des choses beaucoup plus importantes pour eux que de ça. Et même s'il y a des smartphones, l'accès à l'Internet n'est pas assez conséquent. Alors, on a une couverture de 118% d'accès à, comment dirais-je, le taux de pénétration du mobile est de 118%, mais quand même, tout ce qui est données 4G et 5G, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, et quand on passe maintenant pour les exportateurs, ils n'ont pas assez de données pour se dire, OK, dans telle région, il y a tant de surface emblavée, il y a tant de prévisions de rendement, donc je dois me préparer à tel et tel et tel. Donc si vous voulez, en fait, tout ça, en fait, nous, on produit cette donnée-là pour permettre aujourd'hui à ces banques de pouvoir faire ce qu'on appelle du credit scoring et de se dire, OK, donc effectivement, donc Jean-Marc, on a vu en fait, les activités précédentes, puisqu'on utilise un peu les images de satellitaires, un peu des modèles de culture, un peu d'IA pour se dire, OK, donc tel champ, on l'a vu au fait les années passées, voici un peu les productions, les tendances, effectivement, on peut lui donner. Et même quand on investit en fait, chez Jean-Marc, on peut même faire du suivi à distance en fait, de sa production. On peut savoir, OK, la production à tel et tel et tel, c'est pas assez conséquent, qu'est-ce qui se passe. On essaie en fait, d'amener un peu plus de cash pour un peu le soutenir. Et par rapport un peu, ce qu'on fait le plus intéressant dans la partie prise de décision, c'est qu'aujourd'hui, on a réussi à mettre en place un système de langue locale, appel automatisé, pour les petits producteurs qui n'ont pas accès à des smartphones. Donc chaque jour, en fait, c'est des appels automatiques en langue locale à 9h qui disent, OK, par rapport au climat aujourd'hui, c'est telle et telle chose que vous devez faire. Donc là, il y a une prise de décision en fait, qui se fait en amont. En fait. Et ça réduit en fait, les pertes d'eau de 50 à 80% et des pertes en fait, de fertilisation. Et éventuellement, si on ne donne que la plante ce qu'elle a besoin, donc effectivement, ça ajoute un peu sur le rendement. On n'est plus en fait, durable et écologique en termes d'environnement et de biodiversité. Et éventuellement, en fait, on produit en fait, de la donnée pour permettre aujourd'hui à l'activité post-récolte, donc le consommateur, l'agent de régulation de marché et surtout en fait, les agences qui sont chargées d'accompagner ces producteurs-là. Donc si je devais utiliser tous les membres en tant que client, en fait, c'est un peu ça qu'on fait. Mais sinon, Jean-Marc, je n'ai pas 150 millions pour te donner. Donc... Peut-être plus tard. Rendez-vous dans 1 an, tu les auras. Bon, on peut applaudir vraiment Mohamedou, bravo. Bravo pour sa solution. Je reviens vers vous, Valérie. Donc, comme je le disais, l'Institut de recherche pour le développement est partenaire scientifique d'Emerging Valley et nous avons testé des formats pendant 2 ans, des labs de co-construction avec les sociétés civiles en amont d'Emerging Valley, qui a donné d'ailleurs lieu à des recommandations qui sont publiées chaque année dans notre livre blanc, que je vous invite à retrouver sur notre site internet. D'ailleurs, le livre blanc Emerging Valley 2022 sortira en février. Selon vous, comment cette collaboration entre les acteurs privés, publics, la société civile, le monde de la recherche peut influer, contribuer à résoudre ces questions de souveraineté alimentaire et de sécurité alimentaire? Alors c'est une très vaste question, je ne sais pas si en 3 minutes on a le temps d'y répondre. Moi, avant de répondre à votre question, Samir, je voudrais juste revenir sur ce que vous avez dit sur les défis de l'agriculture. Et en tant que présidente d'un organisme de recherche
qui est dédié justement à cette projection sud et en particulier l'Afrique, je vois encore il y a un autre défi, c'est celui d'investir dans la recherche, parce que l'agriculture d'aujourd'hui n'est pas l'agriculture d'hier. On a beaucoup évolué, notamment sur les variétés, sur les modes de culture, sur la réduction des intrants, et on a besoin d'investir, dans la recherche, ce qui reste quand même difficile dans certains pays d'Afrique, enfin nous on le vit au jour le jour, et par ailleurs dans les infrastructures de recherche. Et ça c'est mon combat, il faut qu'on investisse plus collectivement dans les infrastructures, ne serait-ce que par exemple les infrastructures de conservation des semences, parce que à ma connaissance il y en a très peu sur le continent. Mais pour répondre à votre question, je pense qu'effectivement Emerging Valley l'an dernier avait organisé un lab d'intelligence collective, biodiversité 2.0, avec le focus qui était sur celui de la préservation des océans et qui, comme vous l'avez dit, réunissait un ensemble d'acteurs institutionnels, start-up, investisseurs européens. Je crois que c'est le bon modèle. À l'IRD, nous travaillons aussi avec l'appui du ministère des Affaires étrangères et de l'Europe, et qui est une des tutelles, des deux tutelles de l'IRD et le ministère de la Recherche. On continue à travailler sur ce mode-là et on travaille dans les collabs. Donc les collabs, c'est un laboratoire de collaboration multi-acteurs qui travaille pour l'innovation responsable et qui met autour de la table justement ces différents acteurs du monde académique, non académique, start-up, etc. Et donc il y a eu, un peu à l'image de ce que vous présentiez tous les deux, des jolis projets, notamment en Côte d'Ivoire avec le développement. Alors tout ça, ce qu'on construit ensemble, c'est vraiment de la co-construction et de l'intelligence collective, je dirais, et qui a permis donc de développer, par exemple, en Côte d'Ivoire, une application mobile qui va nous permettre de faire du diagnostic des ravageurs et des maladies des cultures. Par exemple. Un autre exemple, c'est une plateforme digitale qui va nous permettre de digitaliser les produits alimentaires issus de l'agriculture. Et puis, il y en a un autre au Sénégal, par exemple, sur la commercialisation des produits made in Sénégal. Et donc ça, ce sont si vous voulez, des produits qui sont issus de cette co-construction et de cette intelligence collective qu'on met tous ensemble. Donc effectivement, par rapport à votre question, il faut qu'on continue. Après biodiversité sur les aspects préservation des océans, je pense qu'on peut en envisager une dans le domaine de la souveraineté alimentaire et de la sécurité alimentaire. Absolument. Donc continuer, travailler sur des projets de recherche conjoints, sur des programmes d'innovation. Alors j'en ai un en tête que nous développons actuellement à l'échelle de l'Afrique et dans le cadre de la Grande Muraille Verte aussi, c'est celui de la filière d'inoculation de champignons mycorhiziens. Alors, c'est des termes un petit peu peut-être étrangers, mais typiquement, c'est comment on va favoriser la richesse, comment on va enrichir les sols avec autre chose que de l'engrais classique, mais en travaillant sur une filière, et comment on va produire dans les laboratoires et créer des startups de production de ces inoculants pour les sols. Donc, c'est un exemple. Mais comme vous l'avez dit, tous les deux dans vos exemples, c'est vraiment cette construction collective, multi-acteurs, intersectorielle, transdisciplinaire, qui fait qu'on va pouvoir avancer sur des solutions. Et des solutions qui soient durables. C'est surtout ça aussi le principal défi. Durable et partagé, rendez-vous est pris pour 2023 pour un lab de souveraineté alimentaire. Je vous demande d'applaudir Valérie Verdier pour sa proposition qui est retenue en vol. Et je vais demander à Jean-Marc Philippe, en 3 minutes, cher Jean-Marc, de conclure, mais le meilleur pour la fin, parce que la Société du Canal de Provence, qui intervient en Tunisie, au Maroc, à Djibouti, aujourd'hui, met le paquet sur le transfert de compétences pour justement la question de l'accès à l'eau, du pilotage de l'irrigation, du développement de l'agroécologie. Vous êtes très présent au Sénégal. Peut-être que vous connaissiez déjà un petit peu, mais en tout cas, ce serait vraiment passionnant que allez, en 3-4 minutes, vous nous dites comment aujourd'hui vous agissez concrètement sur le terrain avec les partenaires africains. Merci Samir. Je voulais d'abord réagir sur ce qui vient d'être dit. Je vais paraphraser ce que disent nos amis du métaverse. Le digital, c'est virtuel, mais l'impact, il est vraiment réel pour l'agriculture. Simplement, il est réel s'il s'appuie, et là je vais rebondir sur ce que vient de dire Valérie, sur des scientifiques qui
sont les mieux placés. Hein. On pense aux agronomes et on pense aux différents scientifiques qui travaillent pour le monde agricole pour conseiller l'agriculteur. Le digital n'est utile que s'il vient en appui de connaissances scientifiques solides. Donc moi, je rejoins cet enjeu, l'enjeu académique et les passerelles académiques qu'il doit y avoir entre l'Europe et l'Afrique. Donc le digital est important pour l'agriculture. Je vais rebondir sur les exemples que tu prends. Nous, on déploie au Canal de Provence des modèles prédictifs qui se basent sur des données climatiques anciennes et sur les scénarios du GIEC, qui sont très utiles pour connaître les évolutions climatiques bassin versant, pas bassin versant, terroir par terroir. On travaille beaucoup sur la télédétection, et là, ça fait aujourd'hui des miracles, hein, donc ça permet vraiment de connaître en temps réel une situation agronomique sur un terroir. Et puis, je le disais tout à l'heure, mais je vais insister parce que les résultats sont très impressionnants. On a récupéré une technologie américaine qui consiste à suivre le flux de sève de plantes. Finalement, on fait une prise de sang à la plante et on lui dit « vas-tu bien ? Et de quoi as-tu besoin ?» Et sur la région aixoise, donc pas très loin de Marseille, ça nous a permis cet été de diminuer de 46% la consommation d'eau de la vigne à rendement équivalent et à qualité du raisin meilleure. Donc on voit que les résultats sont très intéressants. En Californie cette année, si vous vous intéressez à l'agriculture californienne, les meilleurs rendements en vigne ont été faits dans des exploitations qui n'ont pas irrigué. C'est quand même totalement contre-intuitif, mais c'est l'intelligence artificielle, c'est le digital qui a permis d'avoir des données et d'appuyer les agronomes. Donc ça, c'est ma première réaction. Ma deuxième réaction, c'est qu'il faut accélérer les relations entre Africains et Européens. Donc tu y participes, Samir, avec ton événement. Il y a d'autres événements qui y participent, d'autres structures. Moi, j'ai envie de rendre hommage à Africa Link, qui est un réseau fantastique qui relie les PME françaises, européennes avec des PME africaines, qui est une initiative du territoire Aix-Marseille. Et qui est fantastique parce que ça permet de relier des PME, des petites entreprises qui travaillent sur des mêmes thématiques. Donc aujourd'hui, je t'ai rencontré, donc on va travailler ensemble sur le pilotage de l'irrigation. Je pense à Africa Link, puis je pense à l'AFD, qui lance des initiatives très intéressantes. Alors je vais parler d'une initiative qui est liée à l'agriculture, c'est le COSTEA. Alors vous ne connaissez peut-être pas tous, c'est un comité scientifique et technique sur l'eau agricole. Donc c'est un enjeu majeur, en plein dans notre discussion d'aujourd'hui. Ce COSTEA réunit des dizaines d'experts africains et européens. Le travail qui est issu de leur réflexion est fantastique. Je vous invite à aller sur un site qui s'appelle comité-costea.fr. Vous y tomberez sur une mine d'informations très utile pour le monde agricole. Donc voilà la preuve qu'il faut continuer à faire ces échanges parce qu'on est dans une communauté de destin, clairement, vis-à-vis du changement climatique. La Provence a les mêmes enjeux qu'une bonne partie de l'Afrique. Donc partageons nos bonnes idées et puis ça va le faire, je pense. Merci beaucoup, merci infiniment Jean-Marc Philippe. Je vous demande vraiment d'applaudir son intervention et d'applaudir tous nos panélistes. Jean-Marc Philippe, Arnaud Mercier qui malheureusement nous a quittés plus tôt parce qu'il intervenait sur le stage 2 quelques minutes après, donc il n'a pas pu rester jusqu'au bout. Mohamedou Lamine Kébé, un grand bravo. Je vous demande de l'applaudir. Également Valérie Verdier, Bertrand Foff. On va faire la photo de famille. Restez là parce que le débat sur la souveraineté alimentaire continue dans 2 minutes avec le point de vue, cette fois-ci, des investisseurs. Donc nous avons un fonds d'investissement très prestigieux de la Silicon Valley, 500 Global, qui va justement partager sa vision, et aussi d'autres startups de la souveraineté alimentaire qui viennent de Tunisie et d'autres pays d'Afrique. Cette session va s'appeler « Les startups ont la parole », les startups de la souveraineté alimentaire ont la parole, regard croisé avec un investisseur, et c'est modéré par mon ami Malik Diawara, journaliste, responsable éditorial du Point Afrique, qui va prendre ma relève. Mais tout de suite, je vous demande à nouveau d'applaudir nos amis et nous allons faire la photo de famille. On peut applaudir Samir aussi. Hein.